Bienvenue à une nouvelle capsule hors série Criterion. Aujourd'hui, c'est notre 58e capsule. On s'intéresse à un film, ma foi, fort intéressant, Peeping Tom. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade? Oui, ça va bien. On est de retour après un plus long une longue pause, arrêt qu'on aurait souhaité, je pense, au départ. On a fait plusieurs projets en même temps. On a fait une année complète d'Oscar. Bon, il n'y avait pas beaucoup de films, mais quand même, ça nous a demandé du 25. temps. Après, mon Dieu, on a regardé des cinématographies complètes de réalisateurs. On a pris une petite pause sur le site aussi. On déménage. Ben oui. Puis peut-être que ça sonne mieux que nos autres capsules. Ben, c'est parce qu'on est en studio pour une fois. La pandémie s'achève, ma foi, bientôt. Puis c'est ça, maintenant, on a une bonne qualité sonore. On a l'ambiance. Écoute, c'est le fun de retrouver nos studios. On remercie CFAC, évidemment, qui sont nos partenaires de diffusion. Et puis, on a changé un peu j'ai imposé une nouvelle mentalité un peu là pour Criterion. Je trouvais ça plate qu'on puisse pas profiter des bonus ou avoir vraiment le film. Donc, à partir de maintenant, quand ce sera possible, parce qu'il y a des films qui coûtent quand même assez cher, on a décidé de les acheter au fur et à mesure de nos capsules. Oui, on a décidé ça, oui. Ouais, on a décidé ça, mais c'est moi qui les paye en grande partie. Donc, c'est ça a été un processus un peu plus long, d'autant plus que pour celui-ci, Peeping Tom, c'était un out of print, comme on appelle, donc il est discontinué. Donc, il m'a coûté 40$ plus la livraison, ce qui n'est pas si mal, toute proportion gardée, disons, parce que c'est un film de Michael Powell, en fait, qui est un réalisateur bien connu, mais c'est un Criterion a perdu les droits de ce film-là, puis il n'est pas dur à trouver nécessairement, puis je pense même qu'il y a eu des rééditions peut-être de meilleure qualité en Blu-ray, mais c'est ça, on est ici pour parler de Criterion, et puis pour juger de cette édition-là, vous voyez en ce moment la pochette, évidemment, du film, une pochette assez simple, assez ordinaire, disons, là, ça contraste, pas contraste, mais c'est l'ancienne garde, disons, de Criterion aujourd'hui avec le petit logo dans le C dans le coin supérieur gauche. On l'a pas à ce moment-là. C'était ce qu'on appelle la Criterion, la ligne Criterion. En tout cas, c'est le titre de la collection souligné. Donc voilà, c'est une image du film, évidemment, une image de Mark qui est joué par attends un petit peu, je l'ai un peu plus loin. Karl Bone, exactement. Donc on va pouvoir y revenir. Mais Peeping Tom, et voilà. C'est ça, on a réussi à le trouver sur eBay. Et puis, plein de bonus. En fait, on peut commencer avec la fiche technique. J'ai déjà mentionné, évidemment, que c'est Michael Powell qui fait ce film-là, qui est le producteur également. L'auteur, en fait, c'est Leo Marks. On va pouvoir y revenir un petit peu. Là. Il y a un bonus complet presque qui lui est dédié dans l'édition Criterion. Puis sinon, le montage de Noreen Ackland, la direction artistique d'Arthur Lawson, la musique de Brian Easdale. Et puis, dans la distribution, il y a, comme on a mentionné, Karl Bone qui a joué. Moi, j'ai jamais écouté ça, là, mais dans la trilogie c'est une trilogie. En fait, il a joué dans les 3 Sissi, qui sont des TV movies, je pense que tu m'avais mentionné. Autrichien, oui, mais avec, mon Dieu... Romy Schneider. Moi, c'est des films que j'ai regardé les films peut-être une fois quand j'avais comme 8-9 ans, là, avec ma mère puis ses sœurs. Ça jouait souvent à la télé. Probablement, mais en fait, moi, Sissi, c'est vraiment beaucoup plus là, le dessin animé qui était à Bulldog Bazaar mes samedis matins. Moi, j'ai cet âge-là, moi, d'avoir regardé J'ai jamais connu ça. C'est ça, là. C'est ça qui se passe. Mais il jouait Franz, donc le mari là, de Sissi. Mais quand tu me l'as dit, ça m'a pas surpris parce qu'il est vraiment hyper blond puis German aussi, à rien, on va le dire. Mais j'ai pas de souvenir de ça. Là. Éventuellement, on va les regarder, on va le voir, là, mais ça me surprend pas. Non, mais c'est ça, on pourra en reparler un peu là, de son interprétation. Sinon, il y a Maura Shearer qui jouait le personnage principal de The Red Shoes, qui est aussi une réalisation de Michael Powell et Emmerich Pressburger, exactement. Là, celui-là, on sait, là, ils ont un duo, ces deux réalisateurs-là, mais Peeping Tom, c'est
seulement Michael Powell. Donc, Emmerich Pressburger n'a pas joué, n'est pas intervenu là-dedans, même s'il est sous la bannière quand même, le The Archers, là, qui est leur maison de production. Donc, voilà, Moira Shearer, qui n'a pas joué dans grand-chose, qui danse à nouveau dans ça. On vous invite évidemment à aller écouter notre capsule sur The Red Shoes. Je crois que c'est le numéro 46. Là. Non, ça c'est 45, The Red Shoes. Non, 46, c'est Taste of Cherry. Non, 45, c'est Taste of Cherry. Je pense que c'est l'inverse. Enfin. Dans la quarantaine. Oui, c'est ça. Allez voir ça dans la quarantaine, c'est excellent. 44, ça se peut-tu? Ouais, ça se pourrait. Ça se pourrait. Entre les trois, là. Faites vos recherches. Sinon, il y a Anna Massey qui interprète Helen, qui est le love interest du personnage principal. Anna Massey, qui est la fille de Raymond Massey, qui avait joué dans d'autres films de Michael Powell, puis qui est un acteur quand même connu aux États-Unis. Sinon, rapidement, Maxine Audley, Brenda Bruce et Miles Mallison et Esmond, Knight, qui jouait également dans The Red Shoes, qui joue un réalisateur dans ce film-là, qui jouait dans The Red Shoes, qui a joué aussi dans Henri V de Laurence Olivier, puis qui va jouer dans d'autres des films de Laurence Olivier. Donc voilà, une brève présentation de la distribution. Parlons justement de cette édition Criterion-là. Là, c'est sûr que comme la plupart des films qui sont out of print, c'est l'ancienne version, puis il y a eu des rééditions, par exemple, de films un peu plus récents, puis on ajoute habituellement des bonus. Donc ici, évidemment, c'est la version, je ne sais pas s'il est sorti en 99 ou en 2000, mais bon, c'est la version d'origine. Donc il y a évidemment le transfert digital, une restauration, des trucs comme ça. Il y a un essai audio, en fait, qui sont, dans les faits, un commentaire, en fait, des commentaires audio de la film theorist, donc théoricienne du cinéma, disons, du film, Laura Mulvey, qui, si je ne m'abuse, le signe également, c'est pas écrit, mais je pense qu'elle signe également l'essai à l'intérieur. Là, je pourrais regarder ici. Oui, exactement. Donc, voilà, une espèce de piste audio à réécouter par-dessus le film. On peut peut-être en parler maintenant, parce qu'on les a vus, c'est ça? Ben, en fait, c'est juste pour faire la distinction entre les deux, là, on n'est pas en présence d'un commentaire audio du même type qu'un commentaire d'acteur ou de réalisateur ou peu importe. On est vraiment dans une espèce d'analyse de tout ce qui se passe dans le film. Je ne sais pas combien de fois elle l'a écouté pour pouvoir y arriver, mais c'est le film en entier là, qui est disséqué puis qu'on voit plein de symboles qu'on n'avait pas nécessairement vus au premier visionnement. On a plein de pistes d'analyse. Non, c'est correct. Sur tous les thèmes du film, le voyeurisme, le cinéma, la sexualité, l'enfance, les troubles psychologiques, le rôle du père, des théories freudiennes. Bon, c'est vraiment très, très intéressant. Exactement. Ça porte bien son nom, en fait, c'est ce que je voulais dire, parce que c'est pas des commentaires audio, mais c'est vraiment un essai. C'est vraiment ça, d'une certaine façon. C'est comme si elle lisait un essai qu'elle avait écrit, ce qu'elle a peut-être fait aussi, là, pour être aussi concise, mais c'est ça, elle analyse, par exemple, les transitions entre les scènes, en plus de nous donner un peu d'informations là, sur le behind the scene, là, en quelque sorte, du film. Donc, très intéressant. On va bientôt vous expliquer le résumé, là, parce que là, on parle comme ça, mais c'est ça, c'est pas dans le concret. Il y a aussi une section où il y a des images, en fait, behind the scene de la création du film, où on voit les acteurs, le réalisateur, évidemment, là, donc en train de faire le film. Il y a un documentaire de 50 minutes qui s'appelle A Very British Psycho, qui est réalisé par Chris Rodley, qui est en fait un documentaire là, qui était sur le Channel 4 au Royaume-Uni, qui parle surtout en fait de la vie de Leo Marks, qui est le scripteur, en fait, le scénariste du film, et puis qui en tout cas, il porte vraiment plus là-dessus, mais on parle également aussi là, de la réception critique désastreuse du film à sa sortie. On fait pas vraiment référence en fait à Psycho, là. On en parle un petit peu là, parce que en fait, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est quand même un film similaire à Psycho d'Alfred Hitchcock. Les deux sont sortis la même année. Les deux abordent sensiblement les mêmes thématiques. Ben, pas les mêmes thématiques, mais en tout cas, une construction moindrement semblable. On pourrait revenir un peu plus tard. Mais c'est ça. Donc, ce documentaire-là, on l'a trouvé pas tant pertinent au final parce que ça s'intéresse à quelqu'un qu'on se fout un peu. Ça parle vraiment plus du scénariste, donc Leo Marks, de comment il était, puis je l'ai lu ailleurs aussi, là, c'était probablement le seul décodeur de la Deuxième Guerre mondiale qui était pas dans Fletchley Park, l'endroit là où The Imitation Game se passe. Alan Turing. Là, c'est ça. Donc, il travaillait pas là, lui, mais c'est quelqu'un qui a créé des codes, qui a écrit des poèmes pour que
les espions puissent s'envoyer là, des messages. Il avait suggéré de faire ça sur des mouchoirs. Bon, en tout cas, il a comme révolutionné un petit peu sa part de cette game-là. Mais ça parle pas du tout finalement. Non, c'est ça. Ça s'intéresse vraiment beaucoup à lui. Ça revient à certains lieux où ils ont tourné le film. Bon, tu sais, il y a quand même des choses intéressantes, là, mais pour un documentaire de 50 minutes, disons qu'il y en a un bon 30 ou 40 là, de relativement superflu où on s'intéresse, oui, à lui, mais c'est ça, on dirait que c'est la personne la moins intéressante. Ben, il y a une vie très intéressante, mais c'est la personne la moins intéressante, disons, du lot. J'aurais aimé ça qu'on parle de Michael Powell, qu'on parle peut-être de la distribution et tout. Certaines personnes font des apparitions, mais c'est ça, c'est dommage. C'est pas le meilleur bonus qu'on a vu, mais moi j'ai bien aimé vraiment l'essai audio. C'est un peu, comme tu le mentionnais, là, ben, tu pourrais peut-être justement en parler, là, mais c'est un peu dur à suivre par moment. Ben, en fait, j'ai trouvé ça difficile à suivre parce que on a le film qui joue en arrière, évidemment, puis on avait mis les sous-titres au film, ce qui nous a vraiment pas aidé à qui m'a vraiment pas aidé à me concentrer dans ce commentaire audio-là, parce que on est toujours porté à lire les sous-titres quand il y en a. On regarde le film pour une deuxième fois. J'avais envie de regarder le film une deuxième fois, puis c'est pas vraiment ça l'expérience. C'était difficile d'être focus parce qu'en fait, tu le disais, prends-le comme un podcast, puis lis pas les sous-titres, regarde quasiment pas l'écran, sauf quand elle dit dans cette scène-là, il se passe telle affaire, parce que au final, c'est vraiment difficile d'être accroché. Fait que le nombre d'informations que j'ai retenues de ça, je pense qu'il est pas très élevé, mais c'était le fun. Ouais. Vraiment, moi, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est de mettre un peu en mots ce qu'on voit puis ce qu'on comprend pas nécessairement. C'était vraiment un essai. C'était très intellectuel aussi dans le vocabulaire, donc c'est pas super accessible, mettons, là. C'est des termes quand même assez complexes souvent, puis là, on est un peu perdu entre l'image et le son. Donc voilà, mais moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Juste pour ça, je regrette pas d'avoir payé 40$ pour le film. Donc Peeping Tom. De quoi ça parle, Peeping Tom? Ben, est-ce que je te donne la balle au bon ou vas-y. J'y vais. Donc, Peeping Tom, c'est d'abord une expression qui parle des hommes, voyeurs, je pense, en général. Bref, des voyeurs. Donc, les gens qui aiment observer les autres à leur insu, probablement. Donc, ça parle de ça. On a le personnage principal qui est Mark. Qui a un drôle de passe-temps, on va se le dire comme ça. Le film s'ouvre sur une scène là où Mark filme, on voit à travers la caméra dans le fond ce qui est en train de vivre. Il voit une prostituée dans une ruelle qui l'invite à le suivre, évidemment. Donc il la suit, arrive en haut, tout ça, la fille commence à se dévêtir, puis là on voit pas ce qui se passe, mais Mark la tue finalement, mais elle est vraiment très effrayée, puis on voit pas pourquoi. En fait, il y a juste une grosse lumière dans son visage, puis on comprend pas exactement ce qui se passe. Donc, ça s'ouvre comme ça. Après ça, le lendemain, on est encore en angle caméra, puis là, Mark va sur le lieu du crime, finalement, où il filme la police, puis les inspecteurs, puis tout ça. Puis il dit qu'il fait partie de l'équipe du journal L'Observer, The Observer, ce qui est tout à fait bien choisi, on s'entend. Donc, on a ce Mark-là, dans le fond, qui, on apprend, travaille sur des plateaux de cinéma. Je sais pas c'est quoi son titre exactement. En anglais, c'est focus puller. En fait, c'est comme la personne qui s'occupe de mettre le bon focus sur la caméra. Donc, de calculer les distances par rapport entre la caméra et les personnes ou les objets qui doivent filmer. Donc, c'est ça, c'est un terme, je sais pas ce serait quoi en français, là, mais un preneur de focus, disons, là, mais c'est ça. Il s'occupe, c'est ça, autour de la caméra. Il travaille dans le cinéma. On sent que on le voit aussi, que sa grande passion, c'est de filmer des femmes. Beaucoup. Il fait de la photographie de pin-up aussi pour son boss qui vend ces photos-là. Puis qui les vend à des gens un petit peu gênés de les acheter. Donc, il travaille, c'est ça, à la fois dans l'industrie cinématographique, à la fois dans une espèce de dépanneur-ish où on vend on the side des photos porno. Puis c'est juste sa vie à lui, dans le fond. Il filme ça quand il arrive à la maison, il regarde ses images, il fait son montage, puis c'est pas très clair, mais c'est quand même, on se doute aussi là, qu'il y a comme un degré sexuel à ça. Il regarde ses images, puis il vit des choses, là. C'est quand même intense. Donc là, on suit Mark, puis sa voisine d'en bas, en fait, qui est, je me rappelle pas de ça. Ben, c'est Ellen, mais le nom d'actrice, c'est Anna Massey.
Anna Massey, qui est sa voisine en bas. Ils se rencontrent alors que c'est son 21e anniversaire à elle. Puis ils deviennent amis, puis ils développent une petite relation amoureuse aussi. Donc c'est comment vivre cette relation-là alors qu'il y a quand même des côtés sombres là, qui veut pas qui veut pas trop explorer avec elle. Puis comment aussi ce gars-là est juste honnêtement malade là, donc puis qui essaie de se soigner puis de régler ses problèmes pour être avec elle. Donc une histoire d'amour troublante, atypique, ouais. mais vraiment charmante honnêtement là. Ouais, ça a son charme, mais c'est ça, mais troublante, là, faut le dire. Exactement. Le film est considéré comme l'un des premiers slashers. Donc un slasher, c'est un film d'horreur qui vire au gore en fait là, où il y a habituellement beaucoup de sang, où il y a des couteaux là qui slashent. Là. Ça le dit, mais tu sais, c'est ça, c'est les films d'horreur, mais violents. Tu sais, on n'est pas dans Rosemary's Baby où là, c'est plus psychologique, ou même Héréditaire ou Midsommar ou des trucs comme ça. Donc, vraiment, c'est des films d'horreur gore, mais c'est le premier. Donc, il faut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait tant de sang que ça. C'est surtout, en fait, dans la scène finale, je pense, là, que vient ce proto-slasher-là, disons, un genre qui va être très populaire dans les années 70 dans les films de série B, là, les films d'exploitation ou en tout cas, les films, c'est rare que les films d'horreur ont beaucoup de budget, là, même encore aujourd'hui. Donc, le film, on se questionne, peut-être qu'on pourrait... Non, avant de rentrer peut-être dans l'information, juste avoir le pouls général de ton appréciation du film, parce que c'est ça, évidemment, on a vu, pas qu'on a vu cette histoire-là ailleurs, là, je pense pas qu'on l'ait vu vraiment de cette forme-là, mais tu sais, c'est la trame un peu d'un film d'horreur typique, disons. Donc, je veux connaître tes impressions aussi. Toi qui as vu d'ailleurs Psycho, peut-être qu'on va le réécouter d'ailleurs après avoir vu Peeping Tom. Ça nous a donné le goût, en fait, de replonger dans le classique d'Hitchcock. Mais tes impressions du film? Ben, honnêtement, c'est comme je le disais, c'est une histoire, c'est drôle à dire, mais c'est une histoire qui est vraiment troublante. On dit, un des premiers slashers. Au final, on voit pas vraiment ce qui se passe. Ce qui est correct aussi, je pense que déjà le film a eu une horrible réception critique pour en et parler, publique. Donc, je pense que ça l'aurait encore plus tué finalement de montrer plus que ce qu'il fait. C'est beaucoup dans la suggestion en fait. Puis il y a énormément de sexualité, de séduction autour de ces crimes-là. On commence avec une prostituée. Après ça, on est avec une actrice qui s'en va on a date. Puis après, on est avec une pin-up. Mais à chaque fois, c'est de moins en moins montré. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui... il y a toute une... C'est beaucoup de show, don't tell. Tu sais, ils te mettent pas beaucoup de in your face ou tu sais, ils prennent pas la peine de tout expliquer nécessairement. Mais c'est dans la suggestion d'abord et avant tout. Puis tu sais, avec l'année aussi de la sortie du film, c'est un peu normal. Là. Le sang en 1960, c'est tourné en 1959. C'était inexistant là, au cinéma ou à peu près, là, sauf peut-être dans les films en noir et blanc où là, tu ne vois pas vraiment le sang. Mais oui, continue. Ben, je continue. Donc, c'est ça. Mais ce film-là, avec son titre, avec ses thématiques, avec son personnage principal, il y a... En fait, un des corps du film, c'est vraiment le regard. Le regard qu'on pose sur les autres, que les autres posent sur nous, qu'on pose sur nous-mêmes. Puis, il y a vraiment beaucoup de jeux de... Je sais tellement pas comment m'exprimer, là, mais il y a beaucoup de mise en abîme. Ben, non, mais de couches, en fait, de regard. On est à travers une caméra, on est en train de regarder sur un écran, on est à travers une fenêtre, à travers... Tu sais, il y a beaucoup d'effets visuels, mais c'est ça, tu sais, c'est pas rare qu'on regarde des gens regarder quelque chose qui regarde quelqu'un. Tu sais, il y a beaucoup, c'est ça, comme tu le dis, là, de couches, de niveaux. Là. Pensez à Inception, là, mais... Le film nous fait prendre un peu là, la position en fait du voyeur au même titre que son personnage principal. On est à la fois victime et meurtrier, on est comme on a vraiment une drôle de position. Des fois, on veut pas voir ce qu'on est en train de regarder. On se fait placer à des endroits qu'on veut pas, où on veut pas vraiment se retrouver non plus. Donc, il y a tout c'est ça, ce jeu de regard-là qui sert énormément le propos, mais qui devient la forme aussi. C'est vraiment super intéressant. Sinon, j'ai vraiment aimé la relation là, qui se développe entre lui et sa voisine. Puis, on se l'est dit là, à de multiples reprises pendant le visionnement. Ça me fait penser un petit peu à M de Fritz Lang, qui est le numéro 30 qu'on a déjà couvert. 30 ou 31, ouais. Dans la trentaine. Allez voir. Puis, c'est ça, le personnage principal, on le voit
il est très silencieux, il est pas très à l'aise en public, il y a pas d'amis, c'est un solitaire puis ça, puis on sait que c'est dangereux dans le cinéma. Donc là, mais l'affaire aussi, c'est qu'on le voit dès le début du film en train de faire ses meurtres dans le fond. Donc c'est quand même particulier après de voir que c'est pas un gars qui est très sûr de lui, qui va à la rencontre des gens puis tout ça. Donc c'est vraiment un drôle de personnage, mais je regardais le film en me disant que j'avais le goût, que ça fonctionne, puis tout ça, puis surtout, justement, éventuellement, il rencontre quelqu'un qui lui dit qu'il a un problème, alors que cette personne-là sait absolument pas ce qui se passe, mais elle se doute qu'il se passe quelque chose, puis dès ce moment-là, il veut travailler là-dessus, il veut trouver une solution, ce qui tu sais, ben oui, quand même. Et non. Puis, ben, c'est pas tant... Je pense pas que c'est tant qu'il veuille trouver une solution plus qu'il veut pas mêler Ellen à son histoire. Tu sais, il veut continuer à faire ses trucs, mais il a pas le goût que Ellen, pas nécessairement sache, mais en tout cas soit corrompue par ça, parce que c'est un peu pas du truchement, là, mais c'est qu'on apprend au fil du film là, que ça provient de son père, en fait, qui lui a imposé un certain rituel, disons, puis que là, ça l'a amené à devenir comme il est. Là, mais je suis pas d'accord, parce qu'il rencontre un psychanalyste, psychologue, peu importe, puis il dit est-ce que ça se traite rapidement, puis le gars lui répond oui, une couple d'années, quelques séances par semaine, puis tout ça, puis là pour lui c'est juste impensable. En fait, lui il voulait que ça soit réglé en 2 heures et demie, le temps d'aller prendre sa vie finalement. Donc je pense pas que ça reste peut-être sujet à débat, mais j'ai pas l'impression qu'il avait envie de continuer dans ses patterns, puis je pense qu'il voulait comme juste arrêter ça pour avoir une petite vie rangée avec Ellen, ce qui on vous le dit avec pas, avec la finale, puis on s'en est jasé un peu, tu sais, il veut pas nécessairement avoir une vie tranquille. Mais tu sais, ça reste sujet à interprétation, je pense, mais je trouve que c'est un film qui est vraiment le fun à regarder à cause de ses multiples couches justement de symboles puis d'interprétation et tout ça, et en même temps le personnage principal qu'on sait d'emblée que c'est un tueur, puis on devrait pas se placer derrière lui, puis je pense que c'est ça que les gens faisaient au premier screening dans le fond. Peut-être avec notre culture cinématographique, notre expérience, puis tout ça, on prend peut-être une autre position. Je sais pas d'où ça vient, mais je le trouve vraiment le fun comme personnage, puis j'ai vraiment envie que les choses marchent pour lui, alors que c'est pas ça que j'ai. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas la même. Drôle de... Ouais, puis c'est pas la même appréciation nécessairement qu'on a envers, par exemple, Hannibal Lecter, où là, tu sais, on prend pas pour lui, mais c'est un personnage intéressant, puis tu sais, c'est ça, il est comme charmant et tout. Là, lui, il est pas charmant, mais justement, on le prend un peu en pitié, pas nécessairement en pitié, mais c'est qu'on se rend compte que finalement, c'est un produit de quelque chose qui le dépasse, un produit de son milieu, puis c'est que son père qui était, c'est pas un psychiatre, là, mais c'est comme biologiste, mais comme plus sur les humains, mais disons. Il regardait, il étudiait l'effet de la peur chez les enfants aussi, fait que quoi de mieux que de se servir de son propre enfant pour écrire ses livres. Fait qu'il a été vraiment cruel avec son fils, dans le fond, puis en même temps, il a offert une caméra quand il avait 8-9 ans, donc après, lui, il est resté pas mal avec ça, puis tu sais, il disait, dans un de ses films, tu l'avais noté aussi quand on le regardait, c'était la nouvelle blonde de son père. Puis là, sa voisine dit quand est-ce que ça a été filmé, puis il dit 6 mois après la séquence d'avant étant comme sa mère qui meurt là. Fait que tu sais, il est tellement détaché parce que pour lui c'est vraiment comme il pense en termes de cinéma puis tout ça. Donc c'est aussi une super intéressante réflexion sur le cinéma en général. Donc toute la position aussi, ce directeur, ce spectateur, tu sais, il y a vraiment tellement de choses. C'est vraiment riche comme film. J'ai beaucoup apprécié. Pour pas un slasher, on va dire un film d'horreur, disons. Là, c'est vraiment, tu sais, je suis pas un grand fan du genre, puis c'est pas nécessairement ce que j'appellerais un film d'horreur, là, mais vraiment, là, moi, il m'a beaucoup plu. Peut-être un peu plus à toi, mais c'est ça, moi, beaucoup. Parce que c'est ça, là, on s'était dit les notes qu'il donnait, puis tu sais, j'y donne quand même beaucoup plus qu'à toi. Plus que moi. Oui, que toi, oui. Mais c'est ça, tu sais, juste brièvement, là, avant de rentrer peut-être dans des sujets, des thèmes qui sont abordés. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. J'aime beaucoup les films là, qui sont un peu méta ou qui te portent à réfléchir. Puis évidemment, ça porte sur le cinéma aussi. Fait qu'évidemment, c'est plein de thématiques qui viennent me chercher. Mais c'est ça, c'est pas
c'est pas nécessairement des dilemmes éthiques ou des questions éthiques qu'on se pose, mais ça nous amène à un peu reconsidérer. On va pouvoir en parler, là, je pense, puis peut-être qu'on pourrait rentrer là-dedans parce que ça va être une grosse partie de mon argumentaire, mais justement sur ce voyeurisme-là qui est vraiment au cœur de Peeping Tom. D'ailleurs, le titre, c'est ça, fait référence, là, je me souviens plus exactement à quoi, là, mais c'est comme un conte ou une légende, je me souviens plus, Godiva, puis en tout cas, c'est un jeune garçon, je crois, qui espionne sur quelqu'un, mais en tout cas, j'ai pas fait mes recherches là-dessus. Mais comme tu le mentionnais, c'est ça, c'est que contrairement, par exemple, à Psycho, où là, on est toujours placé du point de vue de la victime, puis c'est vers la fin qu'on entend vraiment, qu'on voit le tueur. Là, c'est le contraire, c'est qu'on est dans la peau du tueur, mais pas tout le temps. Là, des fois, on est du point de vue de la victime, mais c'est ça, essentiellement, on est du point de vue du tueur, puis on nous force un peu à sympathiser envers lui. On nous force à regarder aussi, parce que c'est ça, tu le disais, là, c'est beaucoup sur les regards, mais il y a dans le cinéma cette notion-là de voyeurisme un peu, là, veux pas, quand tu sais, faire un film, c'est entrer dans l'intimité de tes acteurs vraiment, puis c'est vraiment d'être, que ce soit le directeur photo, là, c'est lui qui tient la caméra, ou que ce soit le réalisateur là, qui veut, OK, là, il faut faire un gros plan sur son visage, il faut faire un gros plan sur ça, tu sais, faut vraiment avoir cette mentalité-là de OK, comment est-ce qu'on va framer ça? Comment est-ce qu'on va filmer ça? Puis comment est-ce qu'on le filme? Donc, c'est toujours d'analyser, OK, comment est-ce que ça, je le présente? Puis, c'est ça, il faut être voyeur pour faire du cinéma. Puis, tu sais, je me suis toujours demandé, tu sais, pourquoi, tu sais, comment ça se passe, mettons, tourner une scène de sexe dans un film? Parce que c'est le summum du voyeurisme, là, parce que faire, tu sais, prendre quelqu'un qui marche dans la rue ou des trucs comme ça, tu sais, oui, on le met sur caméra et tout, mais tu sais, quand on rentre vraiment dans l'intimité, et là, tu sais, c'est bizarre d'avoir une équipe derrière deux acteurs là, qui couchent ensemble. Ouais. Si t'es dans un film de Tommy Wiseau, il y a 60 personnes sur le set, ça n'a pas été fermé du tout, puis les gens sont vraiment nus, mais si dans un vrai film, c'est ça. Ils sont pas vraiment nus, mais c'est pas loin. Des close sets très, très réduits, là, ou plus simples aussi, mais souvent quand même, mais effectivement, ça doit être... Mais tu sais, c'est ça, il y a cet aspect-là que le réalisateur doit être voyeur parce que son but, c'est de mettre des choses en image. Puis, c'est ça, il y a cette mise en abîme-là, mais appliquée à un tueur en série qui, au final, si c'est ça son dada, là, je sais pas comment, son focus, en tout cas son angle, ben c'est ça. Donc ça amène beaucoup à réfléchir sur le métier du cinéma. Puis, il y a évidemment eu beaucoup de controverses autour du film, notamment parce que... mais là, je te vois hacher de la tête. C'est des controverses que je comprends pas nécessairement. Puis c'est tellement aller chercher là, les bébites pour rien. Puis, mais non, c'est une autre mentalité complètement. Là. C'est ça, on va l'expliquer un peu. Il y a plusieurs petite controverse qui, au final, en fait une grosse. Le film a été censuré. Je sais même pas s'il est sorti en salle. En fait, je pense qu'il est sorti comme une semaine ou deux, puis après, il s'est fait retirer. Là. C'est quelque chose comme ça. Ça se peut. Puis il est ressorti 15 ans après à cause, pas à cause de Martin Scorsese, mais en tout cas, lui, en a fait beaucoup la promotion, puis finalement, il s'est redevenu, en tout cas, on l'a rétabli dans le patrimoine cinématographique. Mais c'est ça, puis je comprends évidemment pourquoi la collection Criterion a mis la main dessus, parce qu'il aime ça, les films, justement, soit présenter le director's cut, soit présenter les films qui ont été censurés. C'est aussi parce que ça a marqué la fin de sa carrière, malheureusement. Oui. Donc, c'est ça, c'est un film important pour ça, je pense. Mais en fait, j'avais une question par rapport à ça, mais la plupart de ses projets avec Pressburger, ils ont été quand même faits après. Là, avant. Tout avant. Fait que c'est vraiment mort après. Il a fait des films Michael Powell de 1931 jusqu'à 1960. Il en a fait après, mais c'est ça, après le film et sa controverse qu'on va finalement aborder dans quelques instants. Mais après le film, c'est ça, il s'est déplacé pas en Allemagne, mais en Australie. Il a fait, je pense, 3 ou 4 films là-bas, mais c'est ça, il est mort en 90. Puis il a fait, je pense, peut-être 4 ou 5 films. Il a fait des séries télé, il a fait des commerciaux. Mais oui, ça a vraiment mis la fin à sa carrière. Donc, les controverses, quelles sont-elles? Et en fait, c'est beaucoup basé sur les critiques de l'époque parce que le film a eu, évidemment, comme la plupart des films, là, ils ont des press screenings. Là, donc, c'est pour les gens qui écrivent leur critique du film avant que le film sorte. Il y a eu ça quelques moments avant la sortie du film. Puis, toutes les critiques ont détesté le film, ont détesté, je ne sais pas exactement quoi, mais il
en tout cas, c'était comme plein de situations pas gagnantes qui ont fait en sorte que personne n'a aimé ça. Bon, c'était présenté à 10h le matin, tu sais, une journée, ça devrait pas avoir un impact, mais tu sais, la société britannique est quand même assez puritaine, assez conservatrice dans ses pratiques. D'ailleurs, le film monte une demi-seconde, je pense, à un simple. C'est le premier film de l'histoire britannique, en fait, où on voit de la nudité. Film britannique de l'histoire, pardon, où on voit de la nudité. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect un peu gore, mais je pense pas que c'est tant ça le problème. Mais c'est je pense qu'on les mettait... On leur avouait, parce que, tu sais, autant, comme je disais... Le réalisateur se doit d'être voyeur envers son sujet. Autant nous, en tant que public, quand on est dans une salle de cinéma, on est voyeur de ce que le réalisateur veut nous montrer. Puis là, ça a tué les critiques. Là. Il ne voulait pas se faire dire qu'il était voyeur, je pense. Il voulait pas se faire embarquer dans le jeu. Tu sais, il aimait cette certaine distance qu'on pouvait avoir avec le cinéma. Puis là, de se faire associer d'une certaine façon, de se faire entraîner dans le vice d'un tueur en série qui capte, en fait, parce que je sais pas si on l'a mentionné, mais son thrill, en fait, c'est de mettre en image la peur des derniers instants de la vie d'une personne, qui sont des femmes, en fait. On l'avait pas mentionné, mais donc c'est ça. Puis là, je veux pas trop spoiler non plus nécessairement là, comment il s'y prend, mais grosso modo, c'est ça. Il filme les femmes juste avant de les tuer. Puis c'est ça, il nous montre ça à l'écran aussi. Donc, évidemment, c'est un film des années 60, là, fait que c'est pas super réaliste, disons, dans les réactions. Mais on le voit pas vraiment non plus. Mais je voulais juste ajouter aussi, il y a un super beau moment, en fait, que j'ai remarqué plus au deuxième visionnement là, pendant le commentaire, parce que c'est elle qui le disait. Il y a un très beau moment où le personnage principal vraiment nous regarde à travers ce qu'il est en train de faire. Puis je me rappelle même pas c'est à quel moment du film. En fait, je sais pas si c'est significatif, avec mais le voile, c'est vraiment... ça se peut, oui, avant de rencontrer la mère de sa blonde qui est aveugle. Belle autre dimension, justement. Mais c'est vraiment puissant, en fait, parce que tu dis nous entraîne là-dedans, mais c'est totalement ça, là. Il accroche notre regard encore plus que ce qu'il faisait. C'est vraiment tous des jeux, justement, de regard, de voyeurisme qui sont super intéressants à décoder, là. Oui, exactement. Donc, il y a cet aspect-là controversé, là, que c'est ça, les gens ont vraiment détesté à l'époque. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a poussé Alfred Hitchcock, qui a sorti son film, je pense, 2 ou 3 mois après, à ne pas faire de press screening. Ils se sont dit, vous avez vu ce qui s'est passé avec Peeping Tom, moi, je vais laisser le public décider. Je ne laisserai pas les critiques décider parce que effectivement le film Peeping Tom n'est pas sorti dans la salle ou à peu près pas. Fait que personne ne l'a vu, personne n'a pu juger, voir si c'était un grand film ou non. Donc, c'est ça. Hitchcock, lui, c'était pas son premier barbecue. il a catché assez vite là, que Psycho, qui évidemment deal aussi avec des thématiques relativement novatrices. On voit une scène relativement graphique aussi vers la fin, du transgenre, pas du transgenre, mais du... c'est freudien, là. C'est vraiment le rôle de la mère. Du cross-dressing, c'est plus ça que je veux dire. Oui, ben c'est ça, il se déguise en sa mère. Puis ça. Puis en plus, il a tué... c'est comme pas trop clair, je me rappelle pas vraiment, en fait, s'il a tué sa mère ou si elle est juste morte et qu'il l'a laissée là, ce qui est aussi... On parle de Psycho, on parle pas de Peeping Tom. Ce qui est aussi dérangeant, mais tu sais, une des grosses différences entre les deux, puis tu sais, je le disais quand on le regardait la première fois, Peeping Tom, que, tu sais, c'est plate que dans le fond celui-là ait pas réussi, alors que Psycho est à mon avis vraiment plus dérangeant, mais peut-être que la différence justement c'est que tu le sais à la fin dans Psycho, puis c'est le punch, puis tout le monde est vraiment surpris parce que c'était la première fois que ça se voit, alors que dans Peeping Tom on le sait au début. Puis là après puis ça le disait dans les essais qu'on lisait aussi, c'est que ça essaie de rebâtir un peu la confiance du public avec le personnage principal, mais moi ça a pas été un problème, puis c'est ça, je comprends pourquoi ça. Mais faut dire qu'il c'est un beau monsieur là aussi. Il est charmant. Il est tellement gêné, puis tellement, il a un petit sourire tout coquin, puis c'est vraiment dérangeant comment j'en parle aussi, mais c'est ça. Moi j'ai vraiment accroché à sa personnalité qui est pas, c'est le genre d'affaires, on voit souvent ça dans les posts de médias sociaux, le genre le loner là, qui dit reste chez vous demain à ses amis parce que peut-être qu'il va faire quelque chose à l'école, mais c'est un peu
ce genre de gars-là. Là, tu veux pas vraiment l'avoir comme ami, mais tu veux pas vraiment l'exclure non plus parce que tu sais pas trop. Il est sympathique, puis c'est ça. Mais ça, c'est un des problèmes. Il y a aussi une autre controverse, puis c'est peut-être à cause de ça que ça. Ben, je sais pas si on va parler de la même chose. Avoir ta réaction, je suis pas sûr, mais vas-y. Oui, si c'est la dernière que tu avais à amener, mais la scène où on voit son père, en fait, là, c'est à peu près vers ça. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est la plus grosse critique qui a été adressée. Ouais. Puis c'est celle que je comprends moins. En fait, il y a une des premières scènes où on rencontre Ellen, sa voisine, où elle lui demande de lui montrer un film, puis il s'en va pour lui montrer un film d'un de ses meurtres, puis finalement il fait c'est pas ça, je vais lui montrer finalement. Puis il montre des scènes que son père avait tournées dans son enfance, puis ça, puis il explique la peur, puis ça, puis comment son père l'a traumatisé et tout. La critique qu'on a fait à ce moment-là, c'est que le personnage du jeune Mark, dans le fond, est joué par le fils de Powell, et le père qui est vraiment castrateur, qui est vraiment quasiment dictateur aussi, là, qui a manipulé son garçon pas possible. C'est Powell qui le joue, et la mère qu'on voit jamais, dans le fond, là, mais la mère qui on la voit qui est morte dans son cercueil, qui tient la main, c'était sa vraie femme. Là. Mais les gens ont vraiment pas aimé ça, puis j'ai vraiment de la difficulté à comprendre à quel point c'est un problème. Je peux peut-être te l'expliquer un peu, là, c'est que en fait, je vais te mansplainer ça comme il faut. Non, mais t'expliquer un peu la controverse, c'est que les gens se sont dit, qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire? Pourquoi s'être pris lui, puis pas avoir pris quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un message caché où il fait du child abuse sur son enfant lui-même? Est-ce que est-ce que Michael Powell, c'est d'une certaine façon... En tout cas, ils sont questionnés à savoir, c'est quoi son rôle là-dedans, Michael Powell? Est-ce que ce film-là, c'est pas nécessairement un aveu de ça, mais de se dire en quelque sorte que lui a été voyeur toute sa vie, puis il a toujours... Puis c'est pas faux dans les faits, parce que c'est un réalisateur. Son but, c'est justement de regarder, d'être voyeur, de briser l'intimité, puis de la montrer à plein de gens aussi. Fait que c'est là que les critiques ont fait comme, attends un peu, là, qu'est-ce que t'es en train de nous dire? T'es-tu en train de nous avouer quelque chose? Puis là, j'imagine que les critiques ont fait un crime. Michael Powell, il est dérangé, il est pas sain d'esprit, parce qu'il faut remettre un peu en contexte, c'est qui Michael Powell? On l'a pas vraiment mentionné, là, mais on l'a dit évidemment, c'est lui qui a fait The Red Shoes, mais grosso modo, Michael Powell, c'est un peu le réalisateur good guy. Là. Pensez un peu à... Là, je veux pas l'associer nécessairement à ça, là, mais mettons Ron Howard. Le gars qui fait des films quand même à moyen gros développement, des films quand même qui sont rassembleurs, qui plaît à beaucoup de gens. Évidemment, Red Shoe, on le comparait beaucoup au Vincente Minnelli britannique, qui est évidemment quelqu'un qui fait des comédies musicales, mais c'est ça, des crowd pleasers, comme on appelle. Puis, c'est ça, il a fait, en tout cas, il y a plein d'autres films là, qui sont dans la collection, on va pouvoir en venir, mais c'est ça, c'était comme le réalisateur que tout le monde aime, puis tu sais, c'est un petit monsieur sympathique et tout, puis là, que de faire un... Tu sais, on dirait que Hitchcock avec Psycho, tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un film comme ça, puis il y avait différents niveaux aussi là, d'Alfred Hitchcock, parce que oui, il y avait le Hitchcock, pas nécessairement gore, mais tu sais, qu'on sait qu'il fait des films d'horreur, mais il y avait le Hitchcock de la télé aussi, les Alfred Hitchcock Presents, puis là, c'était des émissions d'une demi-heure qu'il présentait, mais Hitchcock, il y avait beaucoup d'humour noir, tu sais, il était comme, oh, scary, isn't it? Tu sais, il riait un peu du fait, il te rappelait que c'était pas vrai, puis que c'était juste des histoires d'épouvante. Alors que là, Peeping Tom, c'est comme, tu sais, ça te force à penser au fait que le cinéma, c'est néfaste, qu'on est des voyeurs dans la vie de tous les jours, surtout les gens de l'industrie, évidemment, du cinéma. Puis c'est que ça vient, c'est ça, c'est comme si Ron Howard faisait un film sexuel, mettons, ou un film provocateur. C'est comme... il est pas dans sa ligne, là. Il est out of character, alors que Lars von Trier, mettons, on s'attend à ce qu'il fasse un film un peu plus choquant parce que c'est ça qu'il fait dans la vie. C'est ça, je pense. Mais tu sais, agree to disagree, là. J'embarque pas là-dedans. Puis tu sais, même son fils dans les bonus le disait, il dit, ben moi, je trouvais ça drôle, je trouve ça a comme pas rapport qu'on adresse cette critique-là. J'ai eu du fun. La femme morte, c'était même ma propre mère. Pour lui, ça a pas été un traumatisme. Donc, tu sais, là,
là, c'est sûr qu'on n'avait pas accès à ça à l'époque de la sortie, mais tu sais, là, on l'a. Puis, ben, tu sais, de voir que ça n'a pas eu d'effet, en fait, tu sais, je pense que ça répond là, au fait que ça sort pas de nulle part, mais que ça n'a pas la grosseur que ce que les gens y ont donné, là, tu sais. Non. On est loin de Salo, là. On est loin de Salo, là, qui est vraiment plus graphique. Là. Celui-là est plus psychologique. Puis encore là, tu sais, aujourd'hui, c'est rien, là. Aujourd'hui, on est à un autre niveau de film provocateur, de film, tu sais, c'est ça, de thriller psychologique. Mais en 1960, là, tu sais, les Beatles n'existent pas, il n'y a pas de contre-culture, tu sais, c'est très, très conservateur comme société, d'autant plus la société britannique, évidemment. Donc, c'est ça, je pense que c'est sorti 5 ans après, là, ce film-là, là, il n'aurait jamais été censuré, mais c'est ça. Il est sorti 5 ans trop tôt, un peu comme Diabolique, mais lui, il n'a pas fait peur, ou tu sais, c'était choquant, mais c'était pas... ça t'inclut pas. Tu sais, ça te dit pas à l'auditeur, hey, à l'auditoire, en fait, au spectateur, elle te dit pas, hey, tu fais partie du problème, ou tu sais, je t'embarque dans les trucs. Tu sais, la plupart des films veulent juste raconter l'histoire, puis à la fin, il y a un punch. Là aussi, il y en a un punch quand même, mais c'est que tout le long du film, tu sais, t'es pris là-dedans. C'est comme si, tu sais ça, c'est comme dans Orange Mécanique, là. Il veut détourner le regard, puis non, tu regardes, puis on t'ouvre les paupières, puis c'est comme, prends-les, là, puis absorbe, puis deal avec le fait. On nous gave de voyeurisme, là, finalement. Ouais, c'est un peu mais ça. c'est du voyeurisme soft. Tu sais, aujourd'hui, ce film-là pourrait être fait dans la même structure, mais avoir des affaires bien plus graphiques, disons. Ce serait peut-être dans l'air du temps, mettons, mais c'est ça. À l'époque, ça a fâché tout le monde. Puis c'est ça, c'est une chance, c'est Martin Scorsese et Francis Ford Coppola qui ont déterré un peu ce petit bijou-là, qui a redonné un peu ses lettres de noblesse, qui l'ont présenté à des films de cinéma, puis que là, les gens se sont rendus compte, les festivals de cinéma, puis que là, les gens se sont rendus compte que, crème, oui, c'est un hidden masterpiece. En tout cas, pour moi, il l'est. Pour toi, peut-être qu'il l'est un peu moins. Mais c'est sûr que le deuxième visionnement a fait en sorte que je l'ai plus apprécié, malgré que j'avais comme de la difficulté à trouver ce que je voulais faire dans ce visionnement-là, tu sais, écouter le commentaire ou regarder le film. Ouais. Mais on peut le réécouter si tu veux, pas de commentaire. Ça, mais tu sais, c'est le genre de film où je pense qu'il bénéficie d'un deuxième visionnement, peut-être même de d'autres après. Mais j'aime, on le sait là, nous deux là, mais j'aime vraiment les films où il y a des pistes d'analyse, justement parce que ça me ramène à mon cégep où on faisait que ça là, dans nos cours, puis c'est le fun de voir l'utilisation de certaines couleurs, puis il y en a beaucoup dans ce film-là, puis placer les acteurs d'une certaine façon, comment l'espace est utilisé, est-ce qu'on voit une fenêtre, est-ce qu'on a un plan large sur la pièce, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est un plan rapproché, est-ce qu'on vit de l'angoisse, pardon. Donc j'aime ça le symbolisme des films, parce que au final c'est très vrai que n'importe quel des choix qui ont été effectués dans la concrétisation d'un projet, dans le fond, vont servir un propos, un objectif. Puis tu sais, je pense que c'est vrai pour n'importe quel art aussi là. Tu sais, je pense que tout ce que tu fais relève d'un choix, dans le fond, de montrer quelque chose ou d'expliquer quelque chose ou de faire prendre position puis c'est d'autant plus vrai dans le cinéma parce que c'est un médium qui passe super bien pour des messages, dans le fond. Puis ce film-là est vraiment riche de ça. Donc, il y en a plein là, qu'on n'a sûrement pas vu puis qu'on va trouver à d'autres visionnements. Donc, mais c'est pour ça que je trouvais que l'essai audio est vraiment hautement pertinent, parce que je sais pas combien de visionnements elle a dû faire là, pour arriver à ce niveau d'analyse-là, mais c'est très poussé. Là. Tu sais, on est des cinéphiles, on regarde beaucoup de films, on les analyse, on les critique. Puis, tu sais, pour arriver au même type d'analyse qu'elle en a tiré, ça doit prendre 7, 8, 10 visionnements minimum. Tu sais, je suis capable de le faire avec certains films que j'ai vus à tonnes, mais c'est aussi con. Tu sais, tu mentionnais là, que tu sais, chaque scène a son importance. Puis, tu sais, chaque nouveau visionnement t'amène un nouveau truc d'analyse. Tu sais, c'est con, mais il y a une transition à un moment donné entre la prostituée qui sert du thé, puis la mère aveugle, en fait, du whisky, c'est ça. Puis, tu sais, juste avec cette transition-là qui sert juste à faire avancer l'histoire, dans le fond, ben c'est en même temps
une réflexion sur le fait, sur le passage entre, OK, là, on est dans, disons, le populaire, une prostituée qui boit du thé, puis on s'en va vers le milieu aisé, puis avec des protagonistes qu'on n'a pas vus encore pour l'instant, mais des protagonistes aisés qui boivent du whisky dans des verres en verre. Mais on pourrait sûrement aller plus loin avec ça, parce que c'est une prostituée qui, bon, tu sais, je vais dire à peu près n'importe quoi, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose là pareil. C'est une prostituée qui était d'ailleurs une vraie pin-up dans les années 50. Donc, Pamela Green, je crois. Là, possible, mais tu sais, une fille qui est habituée de ressentir les regards des autres, qui pose nue pour... Puis c'est d'ailleurs elle là, qu'on voit ses seins dans le film plus tard. Donc, elle est habituée de se faire regarder. C'est même d'ailleurs son travail. Tu sais, elle aime prendre des photos. Elle aime être mise en scène, chorégraphiée, puis tout ça. Puis après, on passe à une mère aveugle qui sent les choses, en fait, qui, vu qu'elle peut pas se servir de son regard, va se servir de tous ses autres sens. Mais ça, on le voit dans plein d'autres affaires aussi. Là, c'est toujours l'antagoniste parfait, disons. Mais c'est parce que quand tu n'as plus accès à un des 5 sens, les 4 autres sont vraiment exacerbés. Puis tu deviens... tu sais, elle, mon Dieu, elle y serre la main, puis elle sait que son cœur bat vite, puis on l'entend, d'ailleurs. C'est vraiment le fun. Mais c'est ça, il y a clairement quelque chose là aussi. L'opposition est pas juste dans le moyen, plus que dans comment ils ont du fun, comment ils vivent. C'est que en fait, c'est un tueur en série, puis chacun ils ont leur niche, mais quand tu rencontres quelqu'un que tes charmes ou peu importe font pas effet, là, c'est que t'es un peu démasqué. Tu sais, la scène juste avant où justement elle écoute le pouls, juste avant, il est devant les policiers puis qui enquête sur un des meurtres qu'il a fait, puis tu sais, il garde son calme et tout, puis il réussit à faire passer ça comme si de rien n'était devant les policiers. Mais après ça, devant elle se rend compte que ton pouls il est comme ça, t'as l'air nerveux et tout, puis elle a comme ce 6e sens-là de comme, OK, on dirait qu'il me regarde là, fait qu'elle se retourne, puis là, en tout cas, ça le trouble parce que quand même, il voudrait la tuer. Lui, quand il tue du monde, c'est pour observer le regard de peur des derniers instants. Puis elle n'aura jamais ça parce qu'elle sait pas qu'est-ce qui se passe. Elle va avoir peur, mais elle sait pas de quoi elle a peur nécessairement. Donc, c'est ça. Lui, ça le trouble évidemment profondément. Mais c'est ça, il y a plein de niveaux d'analyse qu'à chaque réécoute, il amène quelque chose de différent. Puis contrairement, mettons, à des films comme Chris Nolan, où là, c'est le concept ou l'histoire que quand tu le réécoutes une deuxième fois, tu l'analyses différemment. Mais ça, c'est une histoire très simple. Et puis l'essai audio fait vraiment un très bon travail de nous montrer, c'est ça, à quel point chaque plan est pensé puis a son utilité. Tu sais, si tu regardes un film, je sais pas, moi, on écoutait, mettons, récemment I Love You Man, ou tu sais, des films un peu plus, tu sais, low-brainer, disons. Tu sais, il y a pas, tu sais, chaque plan sert à donner, mettons, une nouvelle piece d'un morceau d'information. Là, ici, c'est pas ça. Chaque plan a comme sa symbolique. Tu mentionnais la couleur dans les meurtres. Ça a été repris aussi dans des films de Brian De Palma qui fait partie de la clip de Scorsese puis Coppola, que je suis le tueur, il y a toujours un morceau de rouge ou il y a toujours quelque chose de rouge quand vient le temps de tuer. Tu sais, chaque chose est réfléchie. Ça peut être partout. Tu dis I Love You Man. OK, oui, d'accord. Mais je veux dire, dans CA, il y a autant de pistes d'analyse, de couleurs, de rythme, de musique, puis la narration. Mon Dieu, je pourrais en parler des heures. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste parce que le genre est plus léger que ça n'a pas de... Il y a même des films un peu plus poussés, mettons, qui n'auraient pas ce niveau de... Tu sais, mettons, mon point, c'est que je verrais pas un essai audio comme celui-là dans un film comme I Love You Man ou parce qu'il n'y a rien à dire. Une transition entre cette scène-là et cette scène-là n'a pas été réfléchie. Ben, il y a une toune des fois, dessus. C'est ça, il y a une tonne, ils font du char puis on a compris qu'ils sont ailleurs. Mais c'est ça, c'est pas réfléchi. Au corps, c'est à la seconde près. Là, c'est une précision chirurgicale. Puis ça démontre vraiment que Michael Powell, en 1960, c'est un de ses derniers films, mais il est pas. Il a genre 50 ans, mettons, 60 ans, 1920, à peu près 50 ans, mettons. Il a déjà beaucoup d'expérience. Il sait comment faire des films à grand déploiement. Puis ça montre vraiment, c'est ça, une précision chirurgicale qu'il y a très peu de réalisateurs, à mon avis, qui sont capables d'avoir aussi facilement. Parce que, c'est pas un film à grand déploiement. C'est pas un film épique. Il n'y a pas une grosse équipe autour de ce film-là. Là. C'est ça. C'est un film indépendant. Je pense qu'il disait 150 000 livres que le budget. C'est rien. C'est sûr, c'est en 1960. Mais comme, c'est ça. Il y a une très grande maîtrise de tous les concepts cinématographiques, en fait, de comment faire un film, mais dans
tous ses aspects au final. Même, je disais, on entend son pouls. Puis il y a toujours la même musique là, qui revient en leitmotiv quand il regarde ses films. Puis c'est toujours les mêmes notes. Fait qu'on le sait que quand on sait que entend c'est des films muets. Il y a quelque chose qui marche pas là. Puis c'est un peu comme M finalement. C'est la même chose. Donc c'est ça. Il y a tellement de choses. Je pense qu'on pourrait en parler vraiment longtemps. Ça doit faire déjà un bout. Fait presque 50 minutes, mais oui, il y a tellement de choses. Pour vrai, il faut juste regarder ce film-là, je pense. Puis le regarder, mais essayer de lire dessus aussi, ça aide. Parce que l'écouter comme ça fait comme, tu sais, c'est intéressant. Mais plus tu lis, plus tu regardes des essais, des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça, c'est pas pour rien qu'il fait partie de la collection puis que Scorsese trippe dessus. Tu sais, oui, il aime le réalisateur, mais comme puis clairement, ce film-là parle beaucoup aux cinéastes là, qui se retrouvent évidemment là-dedans parce qu'ils se disent, tu sais, dans mon travail, c'est ça, là, c'est de dire, OK, là, la caméra va être ici, on va te regarder en close-up pendant que tu pleures. OK, pleure, puis on te filme. Tu sais, c'est comme, en tout cas, c'est d'avoir... Il y a ça dans le film aussi avec une actrice qui est absolument pas capable de faire son travail, puis qu'on filme 95 takes pour qu'elle s'évanouisse par terre, puis qui finalement réussit quand c'est une vraie émotion. Puis ça, on se l'était adressé d'ailleurs pendant le premier visionnement, qu'il y a comme une différence, une différente façon de voir le cinéma entre Mark qui filme des émotions raw, dans le fond, puis qui le fait en une take parce qu'il n'y a pas le choix. Puis de l'autre côté, l'autre réalisateur qui a plus de budget, qui a plus de moyens, qui a plus de temps, puis tout ça, puis qui est pas capable d'avoir... Ouais, c'est ça, puis qui est pas capable d'avoir quelqu'un qui s'évanouit tout simplement, c'est ça, c'est qui rien. Recherche quasiment, là je vais aller plus loin, mais qui cherche quasiment comme le produit final, le profit au final. Puis de l'autre côté, t'as l'art dans le fond, puis là il y a comme cette dualité-là entre, tu sais, qu'est-ce que ça prend pour faire un bon film, puis tout ça, puis Mark, il y a un de ces films qui ne le convainc pas, puis ça le détruit, là. Vraiment, donc... Mais c'est ça, à mon avis, je trouve que c'est là, tu sais, il amène des réflexions intéressantes ou des critiques peut-être là, de l'industrie, mais c'est là où moi, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Tu sais, par exemple, c'est ça, tu sais, clairement, mettons, si on avait catégorisé les films de Mark, c'est des documentaires, là, parce que tu filmes, puis tu sais, il y a cette distance-là, c'est en noir et blanc, c'est muet et tout, mais en tout cas, c'est un style cinéma-vérité à la limite, là, tu filmes l'instant présent puis c'est tout, alors que là c'est ça, la critique de l'industrie, tu vois un producteur qui fait comme là, si la tech est bonne, on la prend puis on la recommence pas, tu sais, peu importe si ça a du son puis si ça a de l'image, ben on est correct puis on passe au prochain parce que ça coûte moins cher. Tu sais, il y avait cette critique-là, je pense aussi de Michael Powell qui devait commencer à faire des films à budget plus restreint. Moi, c'est moins ça qui m'a intéressé, même si la réflexion est quand même pertinente, là, mais c'est moins ça qui est venu me chercher plus que toute cette mise en abîme-là du child abuse dont on est le produit. Tu sais, c'est très freudien. Ça devait être à la mode aussi à l'époque, là, les théories freudiennes, que ton subconscient, les expériences passées vont forger qui tu es dans le futur ou dans le présent, disons. Mais c'est ça. Moi, c'est... Oui, il y a beaucoup de mise en abîme sur le vrai film qu'ils font dans le film, puis les faux, en tout cas, les meurtres de Mark. Mais c'est ça, tu sais, on dirait que là, c'était juste Powell qui essayait de faire passer un message, puis je trouvais ça un peu moins pertinent, mais quand même cool à voir. Là. Tu voulais rajouter? Ouais? Oui, ben en fait, on l'a adressé de côté, là, mais c'est ça, le film nous dit aussi que Mark est absolument pas responsable de ce qu'il fait. Dans le fond, c'est vraiment comme le produit des essais de son père, puis ça fait juste ajouter une petite couche triste là, à toute cette histoire-là. Il est pas maître de lui-même. Non, tu sais, il a grandi dans son père qui enregistrait toutes les chambres de sa maison. Tous les moments, qui essayait de qui stageait des émotions. Là. Par exemple, Mark, il dort, puis il lance un lézard sur lui, puis là, il a peur, évidemment, puis là, c'est son père qui veut filmer ça, puis voir les réactions et tout. Puis c'est ça, on sent que c'est une roue qui tourne. Puis tu sais, il l'encourage à poursuivre ça parce qu'il lui donne une caméra comme premier cadeau, puis Mark enlève jamais sa sacoche de caméra. Dans le film, il le fait une fois avec Ellen, puis il est pas bien, parce que là, on le voit dans ses gestes, qu'à un moment donné, il voit des gens, c'est comme un écho à sa première scène de voyeurisme qu'on voit dans la caméra de son père. C'est vraiment intense, les niveaux de cette scène-là. Mais là, il essaye de la prendre, il vient pour la toucher sur son côté, dans le fond, puis là, elle est pas là, sa sacoche, parce qu'Hélène l'a fait la serrer avant leur date, puis tout ça, puis il est complètement déstabilisé, il sait plus comment se placer, ses bras sont plus larges que son corps, il y a vraiment comme ça, tu sais, elle disait, c'est quasiment...
Third Limb. Puis c'est ça, il est comme pas capable de s'imaginer sans, dans le fond. Puis c'est ça, tu sais, au final, c'est un... Ben là, on parlait de Alex tantôt de Orange Mécanique, mais tu sais, c'est ça, on le force à devenir quelqu'un qui veut pas être. Mais bon, Alex, je reviendrai pas là-dessus, mais je t'ai volé ton punch. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, non, c'est ça. Honnêtement, ben c'est ça. Au premier visionnement, tu sais, parce qu'on serait pas mal rendu à donner une note, disons. Là, je parlerai pas nécessairement des références dans la culture populaire parce que, heureusement pour le film, il y a eu une certaine réhabilitation dans le patrimoine cinématographique et même un peu du vivant aussi de Powell qui avait déjà mis un terme à sa carrière. Là, mais c'est ça, heureusement, là, en raison de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, le film est redevenu. Il a fait partie de la collection Criterion aussi dans le Laserdisc, puis là, dans le DVD. Ils l'ont pas refait malheureusement en Blu-ray, mais s'ils le refont, c'est sûr qu'ils vont le refaire, là, mais je vais le racheter. Mais c'est ça, pour sa mise en scène au quart de tour, pour toutes les réflexions qu'il va vous amener, pour la plus-value à chacune des réécoutes, pour le tonne de symbolisme. Il y a des symbolismes aussi sur la place des femmes aussi dans le récit. Il y en a plein. C'est magique, c'est ça. Ce moment-là, quand la nouvelle blonde du père prend la caméra, puis là, ça devient flou. Puis ce que l'essayiste disait, en fait, c'est que la femme ne contrôle pas le regard. En fait, le regard dans le film, c'est un film sur le male gaze, essentiellement. Il y a vraiment des hommes. Puis quand elle, pendant 2 secondes, prend la caméra, l'image se brouille. Donc, la femme n'est pas capable de regarder. En fait, elle n'est pas voyeuse. Elle est plus l'objet du désir. Mon Dieu, il y a tellement d'affaires. Il y a tellement de symbolisme dans ce film-là. Là, on peut juste pas vous le recommander assez. Je sais pas si ta note a changé depuis, mais moi en tout cas, pour l'instant, en fait, j'y donne un 8 sur 10, mais je pense que ça pourrait s'élever à un 9 sur 10 prochainement parce que c'est ça. Il y a tellement de niveaux. Ça me donne le goût de le réécouter alors que je l'ai vu 2 fois dans la même semaine. J'ai le goût de lire. C'est un film quand même méconnu, fait qu'il n'y a pas beaucoup non plus de vidéos YouTube ou d'articles écrits à son sujet, mais j'ai le goût d'en apprendre plus. J'aurais le goût de jaser au réalisateur. J'aurais le goût, en tout cas, c'est vraiment un petit bijou. Là, je suis très content de l'avoir acheté. Oui, mais tu disais, je sais pas si ma note a changé, mais en fait, j'aime ça me laisser décanter un peu là-dessus. Puis, tu sais, quand je commence à en parler, puis là, c'est là que je vois si ça change ou pas. Puis dans ce cas-ci, je trouve que effectivement mon opinion change plus j'y pense, dans le fond. Puis là, je pourrais encore en parler pendant 1h30. Puis, je vais y aller avec un 8 aussi, ce qui veut pas dire que je vais peut-être pas le changer éventuellement. Non, c'est ça. Mais je partais à la base avec un 6 quand on l'a regardé la première fois, 7 pendant le deuxième visionnement. Puis là, à en parler depuis tantôt, je suis vraiment hyper dedans. Là, je suis vraiment passionnée, puis je tiens plus sur ma chaise. Donc, je vais y aller avec un 8 pour là. Puis, écoutez, un 9 demain, puis un 10 dans 2 jours. Écoute, on peut pas vous le recommander assez. C'est le fun, Criterion, pour ça. Puis, quand on le regardait la première fois, je l'avais dit mais c'est un peu comme M, tu sais, puis le personnage puis tout ça, puis c'est un man-child qui est pas vraiment responsable de ce qu'il fait puis tout ça. Puis j'étais contente parce que ça disait exactement ça dans l'analyse. On peut pas regarder ce film-là sans penser à M de Fritz Lang. Puis je me disais, crime, c'est le fun de chance qu'il est venu, qu'on l'écoutait avant. Mais c'est parce que c'est le fun de faire le projet Criterion pour cette richesse-là de culture cinématographique que ça nous amène. Donc ce film-là, je sais pas à quel point il va être important pour nos prochaines références, mais il y en a beaucoup. Je suis contente de l'avoir vu. Il y a Sisters aussi de Brian De Palma qui est numéro 89, je crois, là, de Criterion, qui est sur le voyeurisme aussi d'une certaine façon, là, mais sur plein d'affaires. Sur une expérience scientifique. Oui, ça aussi. Donc voilà, écoutez, ça fait pas mal de tours. Allez voir ça. Je pense qu'il est sur, c'est quoi la plateforme gratuite, là? Tubi.tv. Il est en streaming là, au moment où on se parle. Si vous l'écoutez dans 4 ans, il sera peut-être plus là, mais écoutez, trouvez ce film-là. Je pense pas qu'il est si dur à trouver. Puis moi, en tout cas, ça me donne vraiment le goût de plonger dans la carrière de Michael Powell. Heureusement, il y a 2 autres films qui s'en viennent assez prochainement aussi, là, Black Narcissus puis un autre long titre, mais en tout cas, j'ai bien hâte de continuer à plonger dans son univers. Écoute, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, c'est ce qui mettrait fin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'on aille souper à un moment donné. Nouvelle ambiance
ambiance, nouveau studio. C'est vraiment le fun d'être ici aussi. Donc, non, je pense que je vais me calmer. Puis, on va à la maison. Génial, génial. La prochaine capsule va porter sur le film The Night Porter, numéro 59, un film italien des années 70. Bien hâte. Puis, comme j'ai mentionné qu'on les achetait au fur et à mesure, on l'a acheté, puis il a été refait en Blu-ray. Donc, on pourra vous parler de cette édition-là. J'aimerais qu'on reparle de ce on-là. Mais ouais. Ben, c'est ça, notre deal, c'est que si t'aimes le film, tu payes à moitié, puis sinon, c'est moi qui prends l'entière responsabilité. On a des beaux arrangements, notre vie de couple est palpitante. Écoutez, ça fait un trou dans mon budget, mais pas dans ma culture. Écoutez, bonne soirée, peu importe quand vous nous écoutez. Bonne soirée pour nous. Oui, bonne soirée à toi, Jade. On se reparle dans 2 minutes. Et puis, merci, on se retrouve pour la prochaine capsule. Salut!